Bonjour Bernard. Bonjour Paul. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler du glyphosate et qu'est-ce que le glyphosate? Bien, en fait, c'est une molécule chimique, comme il en existe des centaines de milliers d'autres, qui a été inventée par l'homme. Et elle a été découverte, mise au point par un chimiste de laboratoire pharmaceutique en 1950, mais elle n'a pas eu d'usage pharmaceutique à cette époque. Et puis en 1964, la firme américaine Monsanto s'y est intéressée à déposer un brevet d'usage sur cette molécule qu'elle a utilisée pour détartrer les chaudières et les canalisations d'eau. Un peu surprenant, mais c'était la première utilisation, disons, brevetée de cette molécule. Et puis, en 1970, deux ingénieurs chimistes se sont aperçus qu'en couplant cette molécule avec d'autres molécules, eh bien, l'ensemble avait des propriétés herbicides. Et en 1974, Monsanto, qui avait l'usage de cette molécule, a breveté donc, la découverte des deux ingénieurs et a mis au point le glyphosate, l'herbicide qu'on connaît et qui s'est décliné sous une forme commerciale qu'on appelle le Roundup. Le Roundup, c'est un herbicide ultra connu qui s'est répandu sous différentes façons à travers le monde. On compte, je crois, plus de 2000 formules dans lesquelles il y a du glyphosate dedans et qui sont vendues par au moins 50 marques différentes de produits phytosanitaires et qui ont vraiment inondé la planète. Il faut savoir que le glyphosate, dans sa forme herbicide, disons, est un herbicide à spectre large, c'est-à-dire qui tue toutes les mauvaises herbes sur son passage d'une façon assez radicale. Et c'est ce qui fait sa renommée et le fait que peut-être un tiers des herbicides utilisés au monde contiennent du glyphosate. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la firme américaine Monsanto est connue aussi pour avoir mis au point des végétaux qui ont la propriété de résister au glyphosate, donc au Roundup. Et donc à la firme Monsanto, ça lui permettait à la fois, ça lui permet encore aujourd'hui, de vendre des plantes OGM, par exemple des maïs, des sojas, qui sont résistantes au Roundup. Donc elle vend d'un côté les plantes qui sont résistantes au Roundup, au glyphosate, qui sont génétiquement modifiées, et de l'autre côté, elle vend le Roundup qui s'utilise pour conduire ces plantes. Donc c'est assez intéressant du point de vue... Enfin, c'est la stratégie de Monsanto et ce que ça donne, c'est ce qu'on a connu et découvert dans le film de Marie-Monique Robin qui s'appelle Le Monde selon Monsanto, qui est un film documentaire qui renseigne vraiment sur tout l'impact environnemental, social et en termes de santé sur les travailleurs qui manipulent cette substance. Aujourd'hui, qui utilise le Roundup? Un petit peu tout le monde, donc c'était utilisé par les espaces verts, les personnes qui sont chargées d'entretien des espaces publics. C'est utilisé par les jardiniers amateurs et professionnels d'ailleurs. C'est utilisé par les agriculteurs sous différentes formes. Il y a tellement de formes de formules qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui l'utilise. Il a été en tout cas en France interdit au 1er janvier 2017 pour l'usage dans les espaces publics. Et puis plus récemment, au 1er janvier 2019, il a été interdit d'usage par les particuliers. En France, à partir du 1er janvier 2023, si je ne fais pas une erreur, le 1er janvier 2023, le glyphosate devrait être interdit, y compris dans les cultures agricoles. Donc si on l'interdit, c'est qu'il y a peut-être des problèmes dans son usage et en termes d'impact sur l'environnement, sur la santé. Et donc justement, quels sont ces impacts sur l'environnement et sur la santé du glyphosate? Il y a une agence qui s'appelle en France, qui s'appelle l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, justement, qui est chargée de ce problème-là et d'inventorier donc les effets. Alors, justement, elle vient de sortir récemment un état de suivi de cette molécule et elle a rendu compte de l'observation de cette molécule dans l'environnement. Il se trouve que le glyphosate est présent dans 50% des prélèvements des eaux de surface, donc les lacs, les rivières, enfin voilà, les eaux de surface. Les eaux souterraines, c'est beaucoup moins, c'est 3 pour 3 à 4% des eaux souterraines contiennent du glyphosate, d'après ce suivi. Et puis, également, il a été pointé, observé sur les eaux pour la consommation humaine. Et là, on tombe à 4 pour 1000, je crois qu'il y a 3 prélèvements qui contenaient du glyphosate, 3 prélèvements d'eau pour la consommation humaine sur 7500 prélèvements.
L'ANSES a également publié une fiche toxicologique sur le glyphosate qui fait l'inventaire des effets en matière de santé, mais en réalité, on trouve dans cette fiche toxicologique l'impact du glyphosate qui est étudié sur des animaux, des rats, des lapins, des chèvres et des poules. Et donc on administre en fait du glyphosate par ingestion à ces animaux, et puis on observe ensuite si leur organisme contient du glyphosate au bout d'un jour, 2 jours, 3 jours, 10 jours, etc. Et en fait, le glyphosate est utilisé seul en termes d'impact sur la santé des animaux. Et donc la fiche toxicologique donne les résultats. Donc il y a une élimination assez forte du glyphosate chez les animaux quand ils reçoivent une inoculation, si on peut dire, de glyphosate. Et puis, bon, on conclut, la fiche toxicologique conclut qu'il n'y a pas d'effet avéré sur la santé du glyphosate seul. En fait, ce que la fiche ne dit pas, c'est que dans la nature, le glyphosate n'est jamais seul. Il est toujours en préparation avec d'autres, couplé avec d'autres molécules. Et donc, en fait, c'est un peu un cocktail dans lequel le glyphosate se trouve avec d'autres molécules. Et il semblerait qu'en matière de toxicologie, il y a ce qu'on appelle un effet cocktail, le fait de grouper deux ou plusieurs molécules ensemble, ça décuple leurs effets en termes de santé, et ça fait ce qu'on appelle un effet cocktail qui amplifie l'impact sur la santé, le dérèglement des fonctions physiologiques, ce qui se traduit par notamment des troubles, parce que ça a été étudié par d'autres instituts, comme par exemple l'INRA, mais aussi l'INSERM. Il y a une étude épidémiologique de l'INSERM d'une trentaine d'années, hein, donc il y a quand même pas mal de recul, où ils mettent en cause justement la profusion des herbicides, les molécules chimiques qui sont utilisées en agriculture, dans l'environnement, auprès des travailleurs et même de la population qui consomme les produits et tout ça. Et ils mettent en cause en fait justement l'effet cocktail et aussi l'effet cumulatif, étant des causes probables en fait de dérèglement et de maladies graves, donc notamment la maladie de Parkinson, qui est une maladie dégénérative du système nerveux, certains cancers, enfin, et certains autres troubles qui sont soupçonnés étant causés par le caractère de cancérogène probable du glyphosate est donc en débat, en question. Puisqu'on l'interdit, c'est que sans doute c'est un principe de précaution qui là s'applique et qui est, espérons-le, salutaire. Et donc, vous avez récemment participé à une campagne sur le glyphosate avec des prélèvements dans les urines. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Voilà, ben justement, cette campagne glyphosate a été faite par des citoyens qui en ont marre, à juste titre, que les scientifiques se renvoient la balle, que les spécialistes se renvoient la balle et ne prennent pas de position. Il n'y a pas de position officielle non plus des organismes d'État et tout ça, et qui sont des positions nettes, franches et nettes sur cette question. Eh bien, donc, un groupe de citoyens a commencé à se dire, on va analyser le glyphosate dans nos organismes. Ça s'analyse préférentiellement dans les urines. Si on est contaminé, on va le faire savoir. Et puis, accessoirement, on pourra poser un débat public qui passe par la justice. Et donc, du coup, quels sont tes résultats sur cette... Voilà, mon taux de glyphosate dans mes urines est simplement indétectable. Je suis donc en dessous du minimum détectable, qui est 0,08 nanogrammes par millilitre. Voilà. Et du coup, sûrement d'autres personnes ont fait également ces tests. Est-ce que vous pouvez aussi nous en parler? Voilà, donc dans le groupe que j'ai fait, notre groupe était divisé en deux. Il y a un groupe qui est passé quelques mois avant, et puis donc nous. Au total, on est un groupe de 90 personnes environ. Je suis la seule personne qui est en dessous du minimum détectable. Les résultats les plus faibles au-dessus de moi, ce sont 2 personnes qui doivent être à 0,18 nanogrammes par millilitre de glyphosate dans les urines. La moyenne du groupe doit être à 0,60 nanogrammes de glyphosate en fait, par millilitre dans les urines. 0,60 et le maximum, enfin en tout cas dans un groupe, il est de 1,40 et je crois que dans l'autre groupe, il est même un peu supérieur, près de 2. Mais est-ce que ce groupe de personnes a un mode de vie particulier? Dans les 90 personnes, il y avait à peu près la moitié des personnes qui vivent en milieu rural et la moitié des personnes qui vivent en milieu urbain.
c'est des gens qui mangent bio, si je puis dire, à 25, 50 ou 75%. En gros, ça se répartit entre ces trois catégories. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer pour toi comment tu expliques ton résultat? Je suis agréablement surpris d'un côté, d'un autre côté un peu frustré parce que mon résultat c'est en dessous d'un chiffre, donc c'est dans une fourchette. La première des explications évidemment est liée à mon mode alimentaire, hein, parce que j'ai un mode alimentaire qui ne recourt pas aux produits de l'agro-industrie, si on peut dire, de l'agriculture intensive en tout cas, et surtout je ne consomme pratiquement pas des céréales. Donc les céréales sont la culture, enfin, le type de culture qu'on a intensifié le plus peut-être parmi toutes les plantes cultivées. Et voilà, je ne consomme pas du tout de céréales et je pense que c'est la principale raison. Alors une autre raison, c'est je pense parce que je mange beaucoup de fruits et légumes donc nature, hein, sans aucune préparation aussi. Donc il n'y a pas d'ingrédients, c'est les fruits voilà, tels que les donne la nature, sans aucune transformation. Et donc, pour conclure, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Eh bien, ce que je peux dire, c'est que simplement, à travers mon exemple, dans l'alimentation, des formes nouvelles d'alimentation qui sont porteuses d'avenir, puisque j'en suis le témoin, on peut esquiver l'impact d'une molécule et d'une myriade de molécules chimiques telles que le glyphosate, parce que le glyphosate est évidemment emblématique de toutes les molécules agrochimiques utilisées en agriculture intensive notamment. On peut avoir un mode alimentaire d'une forme nouvelle, disons, qui se soustrait en fait de l'impact de cette agrochimie. Et donc c'est le message que j'ai envie de transmettre à qui veut l'entendre. Et ça c'est une bonne nouvelle. En changeant son mode alimentaire, on peut montrer en fait, si on était un grand nombre, on pourrait montrer de façon plus ample en fait, qu'on peut se passer de toute cette agrochimie, on peut avoir une forme d'agriculture qui correspond aux produits que je consomme et qui ne nécessite pas des interventions de produits chimiques. Donc en fait c'est une certaine forme d'action positive et vertueuse, disons, sur la production agricole. C'est-à-dire qu'en modifiant, et je pense d'ailleurs qu'à long terme, on ne modifiera en fait les conditions de production que si on modifie les conditions alimentaires. Parce que je ne crois pas trop simplement aux modifications, ça ne correspond pas à des aspirations profondes de modification du mode alimentaire et des aspirations profondes d'une alimentation nouvelle, vertueuse, saine, qui apportent la santé, mais véritablement, hein, au sens véritable, pas simplement des produits qui sont exempts de produits chimiques, ce qui est l'apanage en fait des produits biologiques, bien sûr, ce qui est une excellente chose, bien sûr. Mais en modifiant un petit peu la composition en fait de la plage alimentaire dont on a besoin, justement en recourant davantage aux fruits, davantage aux légumes, ben, on va recourir moins aux viandes, parce qu'il faut savoir la viande d'élevage en particulier, elle utilise des céréales, énormément de céréales, c'est-à-dire qu'on consomme des céréales en direct par tous les produits céréaliers, hein, mais aussi tous les produits carnés, les produits de viande qui sont issus d'animaux qui sont élevés à base de cultures de céréales, qui sont aussi une entrée très importante avec une concentration dans la chaîne alimentaire et dans les viandes animales élevées avec des céréales, donc justement des pesticides et des molécules dangereuses ou délicates, disons, de l'agrochimie. Donc, changer le mode alimentaire et se passer des céréales, se passer de la viande issue des céréales, hein, ce qui ne veut pas dire qu'on se passe forcément de toute la viande et qu'on est végétarien. D'ailleurs, la conclusion que j'ai envie de dire, c'est qu'en changeant notre mode alimentaire, en allant vers des nourritures nouvelles qui apportent la santé, eh bien, on peut esquiver en fait l'impact de l'agro-industrie, de l'agrochimie, et puis, bon, évidemment, prôner l'agriculture qui est capable de produire les produits de ces nourritures nouvelles, justement. Voilà. Merci, Paul. Eh ben, merci beaucoup, Bernard.